Avec une superficie de 105 km², la capitale française est en fait une petite ville, comparée à Rome, 12 fois plus étendue, ou encore à Berlin, 9 fois plus vaste. En revanche, la densité de population y est parmi les plus élevées au monde, plus de 21 000 habitants au kilomètre carré. C'est 2 fois plus qu'à New York, 3 fois plus qu'à Hong Kong. Alors, dans un tissu urbain aussi dense, comment remonter le temps pour retrouver les origines de cette ville que les Romains appelaient Lutèce? En fait, l'histoire débute par un récit sans cesse copié et traduit depuis plus de 2000 ans. La guerre des Gaules, des Bello Gallico, a été écrite par Jules César vers 50 avant Jésus-Christ. Regardez cette page. C'est ici qu'apparaît pour la première fois le nom de Lutèce. César précise que la ville est située sur une île de la Seine et que Lutèce est l'oppidum, c'est-à-dire la forteresse des Parisii. Alors qui sont-ils? Les Parisii sont une tribu celte. Ils s'installent vers moins de 150 sur un territoire qui couvre approximativement le quart de l'Île-de-France actuelle. Lutèce, leur capitale, ressemble certainement à toutes les villes du nord de la Gaule. Ses habitants pratiquent l'agriculture, l'élevage, mais leur richesse repose aussi sur le contrôle du commerce fluvial entre la Seine et ses affluents. Lorsque les Romains décident de s'emparer de Lutèce, les Parisii abandonnent la ville et l'incendient. La petite tribu gauloise, prospère, qui frappait monnaie et jouissait d'une grande indépendance, est finalement vaincue et soumise à l'autorité de Rome. Partant du récit de César, les historiens ont longtemps placé cette Lutèce gauloise dans l'île de la Cité, au cœur de ce qui allait devenir Paris. Sauf que les archéologues n'ont jamais trouvé la moindre trace de la ville des Parisii à cet endroit. La localisation de la Lutèce gauloise demeure donc incertaine, mais en revanche celle de la Lutèce romaine ne fait aucun doute. Devenus maîtres de la région, les Romains vont construire une nouvelle ville sur la rive gauche de la Seine. On retrouve ici l'organisation typique d'une ville romaine du IIe siècle. Le centre urbain est quadrillé par un réseau de rues autour d'une voie principale nord-sud qu'on appelle le Cardo Maximus. Cet axe est encore visible aujourd'hui, ce sont les actuelles rues Saint-Martin et Saint-Jacques. En remontant le Cardo, on trouve le Forum. C'est le centre névralgique de la cité, un lieu de rencontre et d'échange où se mêlent activités sociales, politiques, religieuses, commerciales. De l'autre côté du Cardo, les thermes. Ce sont les plus grands jamais construits en Gaule du Nord. Les vestiges sont encore visibles aujourd'hui et forment une partie du musée de Cluny. Près des thermes, on aperçoit le théâtre. Mais c'est en dehors de la ville que se tiennent les plus grands spectacles. Les arènes de Lutèce peuvent accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs. À la fin du IIe siècle, Lutèce est reliée à l'ensemble du réseau des grandes voies romaines. La ville couvre 100 hectares et compte environ 10 000 habitants. C'est une cité prospère, en particulier grâce à la puissante corporation des bateliers qui contrôle le commerce fluvial dans toute la région. Mais à partir du milieu du IIIe siècle, le contexte politique évolue. Aux marges de l'Empire, les Romains doivent faire face aux attaques répétées des Alamans et des Francs, et Lutèce se transforme alors en bastion militaire. Difficile à défendre, la rive gauche est peu à peu désertée, et les grands monuments se métamorphosent en carrières de pierre. Les énormes blocs arrachés aux arènes ou au forum sont acheminés jusque dans l'île et servent à l'édification de la première enceinte de la ville. Repliée sur son île, protégée par son rempart, Lutèce a perdu les trois quarts de sa superficie, mais la ville continue malgré tout à vivre, toujours au rythme du fleuve. Ensuite, un autre fait va également contribuer à transformer la cité gallo-romaine. Regardez cette carte. Voici en bleuté les principales régions christianisées au début du IVe siècle. Et en 313, l'empereur Constantin fait de la religion chrétienne la religion de l'Empire. La ville devient alors le siège d'un évêché. C'est à peu près à cette époque que le nom de Lutèce est abandonné au profit de Paris. Puis à partir de la fin du Ve siècle, Clovis, converti au christianisme, unifie les royaumes francs, annexe les derniers territoires gallo-romains et chasse les Visigoths.
Et pour la première fois de son histoire, Paris devient une capitale, celle du royaume des Francs. Mais au fur et à mesure que le territoire des Francs s'agrandit, Paris perd de son influence politique. Charlemagne, devenu empereur, abandonne la ville et fixe sa capitale à Aix-la-Chapelle. Paris est alors délaissé et surtout mal défendu. Résultat, à partir de 845 et à 4 reprises, les Vikings remontent la Seine, incendient les églises, pillent les monastères et saccagent la ville. Paris va mettre du temps à se reconstruire et c'est probablement pour protéger ces faubourgs naissants qu'une enceinte de terre et de bois est édifiée sur la rive droite de la Seine. À partir du XIe siècle, cette partie de la ville se développe car elle offre des débouchés naturels aux grandes voies du commerce terrestre. Le poisson de la mer du Nord et de la Manche arrive par la rue Montmartre, les draps du Nord par la rue Saint-Denis, les céréales par la rue Saint-Honoré. Les marchés existants sont alors transférés rive droite et les halles de Paris sont créées en 1137 au carrefour des voies d'approvisionnement terrestres et fluviales. Les halles sont sans cesse agrandies et elles vont rester à cet emplacement pendant près de 900 ans jusqu'à leur démolition en 1971. L'île de la Cité connaît aussi de profondes transformations. Sur l'emplacement d'une grande église romane, l'évêque de Paris, Maurice de Sully, décide de l'édification d'une cathédrale dédiée à Notre-Dame. La première pierre est posée en 1163 et la construction va durer près de 2 siècles. L'édifice, de style gothique, est impressionnant. 40 mètres de large, 128 mètres de long. Notre-Dame peut alors accueillir près de 5000 fidèles, ce qui en fait l'une des plus vastes cathédrales de l'Occident médiéval. Pendant tout le XIIe siècle, Paris connaît un essor sans précédent. Mais le pouvoir royal des Capétiens reste fragile. Regardez cette carte. En violet, voici le domaine royal en 1180. Les hachures matérialisent ce que les historiens appellent les fiefs mouvants de la couronne. Et enfin en rouge, les territoires sous l'autorité d'Henri II Plantagenet, autrement dit, le roi d'Angleterre. Là, on le comprend bien, la menace anglaise est tout à fait réelle, tant sur le royaume que sur la capitale. Voilà pourquoi Philippe Auguste, le 7e roi capétien, décide de fortifier Paris. Longue de 5 km, haute de 9 mètres, percée d'une dizaine de portes, l'enceinte de Philippe Auguste compte plus de 70 tours et délimite un espace d'environ 250 hectares. Afin de mieux protéger la ville d'une attaque anglaise, Philippe Auguste fait aussi édifier la citadelle du Louvre. C'est un quadrilatère de plus de 70 mètres de côté et dont le donjon s'élève à 30 mètres de hauteur, ce qui permet de surveiller la Seine. Donc avec Philippe Auguste, Paris s'affirme militairement, économiquement, mais aussi culturellement. Au début du XIIIe siècle, l'école ecclésiastique de Notre-Dame jouit d'une grande réputation et attire des étudiants venus de l'Europe entière, mais certains professeurs, désireux de se soustraire de la tutelle de l'évêché, vont s'installer rive gauche et fonder des écoles indépendantes. Et l'une des plus célèbres sera créée ici par Robert de Sorbon et deviendra la Sorbonne. L'enseignement dispensé en latin, langue commune à l'ensemble de l'Europe, va finir par donner son nom au quartier, le quartier latin. Le rayonnement de Paris se poursuit avec l'avènement de Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis. Saint-Louis restaure la résidence royale et surtout fait édifier la Sainte-Chapelle. Commencée en 1243 et achevée en 5 ans, la Sainte-Chapelle est un joyau de l'architecture gothique et elle est construite pour abriter les plus précieuses reliques du royaume. Au lieu de la chrétienté, Paris connaît une poussée démographique sans précédent. 25 000 habitants en 1180, au début du règne de Philippe Auguste, plus de 200 000 un siècle et demi plus tard. Paris est alors la plus grande métropole d'Europe. Sauf qu'elle est 2 fois fragilisée. D'abord par un fléau, la peste noire, qui s'abat sur l'Europe et atteint Paris en 1348, faisant 80 000 victimes. Et puis d'autre part, la guerre de Cent Ans, qui oppose une fois encore la France à l'Angleterre.
Voilà, ce premier voyage dans l'histoire de Paris s'achève avec cette restitution de la ville à la fin du Moyen Âge. Regardez ce premier plan, œuvre des graveurs Olivier Truchet et Germain Hoyot. Il nous montre Paris vers 1550, c'est-à-dire au début de la Renaissance. Vous voyez, cette vue est assez surprenante. La Seine est représentée à la verticale, ce qui fait que le nord, habituellement en haut, se retrouve à gauche du plan. Pourquoi une telle orientation? En fait, cela permet aux graveurs de représenter de face la façade des églises, tout en soulignant l'importance du fleuve dans la structure de la ville. Ainsi, la Seine partage Paris en trois parties distinctes. La ville commerçante, avec le Louvre qui est le centre du pouvoir temporel, le centre spirituel et religieux avec la cathédrale dans l'île de la Cité, et le centre intellectuel sur l'autre rive, puisque c'est là que se concentrent depuis le XIIIe siècle collèges et universités. Ces trois parties, ces trois villes, sont reliées par des voies de communication, dont certaines datent de l'époque romaine. Elles ont donné naissance à nos actuelles rues Saint-Jacques, Saint-Martin, Saint-Denis. Pour passer d'une rive à l'autre du fleuve, les Parisiens utilisent au XVIe siècle 4 ponts principaux. Et si on regarde de plus près, on constate que ces ponts sont tous recouverts de maisons. Ces habitations et leurs boutiques en rez-de-chaussée vont perdurer jusqu'au XVIIIe siècle. Maintenant, arrêtons-nous un instant sur le pont aux Meuniers. Ce n'est pas vraiment un pont, c'est plutôt une voie privée sur laquelle sont construits des moulins. Et on voit très bien les grandes roues à aubes qui permettent de faire tourner les meules au gré du courant de la Seine. Allons maintenant faire un tour sur la rive gauche du fleuve. C'est ici le lieu de l'université où sont implantés les principaux collèges qui ont fait la renommée intellectuelle de Paris. Le plus célèbre, fondé en 1253 par Robert de Sorbon, existe toujours, c'est bien sûr la Sorbonne. Cette partie de la ville est encore protégée par l'enceinte moyenâgeuse de Philippe Auguste. Alors que sur l'autre rive, le vieux rempart a disparu. La ville commerçante a ainsi pu se développer. Elle va désormais jusqu'à l'enceinte construite par Charles V au XIVe siècle. Rapprochons-nous maintenant de cette enceinte. On repère la forteresse de la Bastille, voulue par le même Charles V, et destinée à sécuriser la porte Saint-Antoine et l'est de Paris. Puis si on descend la rue Saint-Antoine, on arrive, comme toujours aujourd'hui, à l'hôtel de ville. C'est le siège du prévôt des marchands, chargé de la gestion matérielle et de la justice commerciale de Paris. Terminons notre promenade en longeant la Seine. On découvre maintenant le Louvre. Ce n'est plus l'austère forteresse construite par Philippe Auguste au XIIe siècle, mais une résidence royale qui ne cessera de s'agrandir et de s'embellir. À ce Paris de 1550 vont se superposer les grands aménagements du XVIIe siècle. Regardez ce plan. Il est l'œuvre du graveur bâlois Mathieu Mérian et nous montre Paris en 1615, c'est-à-dire au début du règne de Louis XIII. Et en fait, c'est davantage la ville voulue par son père, Henri IV, que nous allons découvrir. Rapprochons-nous. Suite aux grandes épidémies qui ravagent Paris, Henri IV fonde l'hôpital Saint-Louis. Il est construit hors des enceintes de la ville afin de protéger les Parisiens des risques de contagion. À l'intérieur de l'enceinte, près de la forteresse de la Bastille, débute en 1605 la construction de la place Royale. C'est aujourd'hui la place des Vosges, la plus ancienne place monumentale de la capitale. La perspective de Mérian nous permet aussi de bien mesurer les transformations à l'ouest de Paris. D'abord le Louvre. Le palais est en pleine transformation. Deux ailes du château médiéval subsistent, tandis qu'un nouveau pavillon de style Renaissance est conçu par les architectes Lescaut et Goujon. Le long de la Seine, Henri IV fait édifier une grande galerie de 450 mètres de long. Elle réunit les appartements du roi au palais des Tuileries. Et puis pour faciliter la circulation entre les deux rives,
Le roi décide la construction du pont Neuf, achevé en 1607. C'est le plus grand pont de Paris et le premier construit sans maison. En face du pont Neuf, la place Dauphine est édifiée sur deux îlots qui ont été rattachés à l'île de la Cité. Remontons maintenant le long de la Seine. Vous vous souvenez le pont aux Meuniers que nous avons vu tout à l'heure sur le plan de 1550? Eh bien, il a disparu. Il s'est effondré le 22 décembre 1596 avec ses 11 moulins, provoquant la mort de 160 personnes. Maintenant, si nous continuons vers l'amont du fleuve, on passe devant Notre-Dame pour arriver sur deux îles encore inhabitées, l'île Notre-Dame et l'île aux Vaches. Si on compare avec ce plan, très légèrement postérieur, on voit que ces deux îles ont été réunies en une seule, et elles forment alors l'île Saint-Louis. Maintenant, nous changeons de siècle pour regarder ce plan monumental commandé en 1739 par le prévôt des marchands, Turgot. Ce plan est une véritable photographie du Paris voulu par Louis XIV. Un Louis XIV sûr de lui, estimant que la ville est désormais invulnérable et qui fait donc démolir les enceintes sur les deux rives. Sur la rive droite, le rempart fait place à une large avenue plantée d'arbres. Ce nouveau cours, comme on l'appelle à l'époque, existe toujours. Ce sont aujourd'hui les grands boulevards. On peut encore y voir sur l'emplacement des anciennes portes Saint-Martin et Saint-Denis deux arcs de triomphe célébrant les victoires du jeune roi. Sur l'autre rive, Louis XIV fait agrandir la Salpêtrière, qui devient à la fois un asile, un orphelinat, voire une prison pour les indigents. Puis en 1667 commence hors de la ville la construction de l'Observatoire royal. Il sera dirigé pendant 127 ans par la famille Cassini, une dynastie d'astronomes et de cartographes à l'origine de la première carte générale du royaume de France. Maintenant, retournons vers la Seine. Face au Louvre, les architectes Levaux et Dorbet construisent le Collège des Quatre Nations. Voulu par le cardinal Mazarin, le bâtiment abrite aujourd'hui l'Institut de France. Plus à l'ouest, Louis XIV ordonne la construction de l'Hôtel Royal des Invalides. Conçu par les architectes Bruand et Mansart, les Invalides peuvent alors accueillir 3000 soldats réformés. Autre réalisation du célèbre architecte Mansart, la place Louis-le-Grand, aujourd'hui place Vendôme. Puis, en remontant la rue Neuve des Petits Champs, on lui doit aussi la place des Victoires, toujours à la gloire du roi Soleil. Le plan de Turgot témoigne aussi du rapport qu'entretient le roi avec la capitale. En fait, à partir des années 1680, Louis XIV se désintéresse de Paris. Seul compte la construction de Versailles. Au Louvre, les travaux d'embellissement sont arrêtés et on voit que les bâtiments de la cour carrée n'ont pas de toiture. Le palais va ainsi rester dans cet état pendant près de 1 siècle. Le plan de Turgot révèle aussi des quantités de détails sur la vie quotidienne dans le Paris du XVIIe. Vous le voyez, l'activité fluviale est abondamment représentée. On remarque aussi d'immenses tas de bois empilés sur l'île Louviers et sur les berges avoisinantes. Il s'agit de bois d'ouvrage, de bois de chauffage, car les besoins sont énormes, puisque à la mort de Louis XIV en 1715, Paris compte plus de 500 000 habitants. Le plan de Turgot est le dernier grand plan dessiné en perspective. L'aménagement urbain au XVIIIe siècle va imposer un tracé plus exact, donnant une vision plus objective de la ville. C'est pour cette raison qu'est conçu l'Atlas de Wernicke, qui se rapproche des plans que nous connaissons aujourd'hui. Édité en 1791, il témoigne encore du Paris de l'époque de Louis XVI. La précision de ce plan tient au fait que toutes les mesures sont obtenues par un réseau serré de triangulation. Vous en voyez ici le tracé et les points utilisés comme référence. Ce sont en fait des clochers, des monuments facilement repérables et bien sûr le méridien de Paris passant par l'observatoire. L'Atlas de Wernicke est précieux car il conserve la mémoire de Paris avant la Révolution de 1789. On y voit par exemple la place Louis XV, future place de la Concorde, qui deviendra en 1792 le théâtre de 1119 exécutions capitales, dont celle de Louis XVI,
Marie-Antoinette ou encore Lavoisier. Maintenant, si nous allons aux marges du plan, c'est-à-dire aux limites de la ville, on repère ici le mur des fermiers généraux. De quoi s'agit-il? C'est une enceinte, mais elle n'est plus militaire, elle est fiscale. En 1783, soit 6 ans avant la Révolution française, l'architecte Nicolas Ledoux est chargé de concevoir une enceinte de 24 km comportant une soixantaine de pavillons d'octroi qui sont destinés à percevoir les taxes imposées aux marchandises qui entrent dans Paris. Dès le début de sa construction, le mur des fermiers généraux est vivement critiqué. Les Parisiens se plaisent à dire, je cite, que le mur murant Paris rend Paris murmurant. L'enceinte et ses pavillons d'octroi deviendront, comme la Bastille, la cible des manifestants de 1789, avant d'être pratiquement tous démolis au milieu du XIXe siècle. Voici un plan des environs de Paris dressé en 1841. À cette époque, les limites de la ville sont fixées par ce qu'on appelle l'enceinte des fermiers généraux. Cette barrière fiscale, édifiée juste avant la Révolution française, permet de taxer les marchandises entrant dans la capitale. Au-delà de cette barrière d'octroi, on repère une seconde enceinte, militaire celle-là. Sa construction vient juste d'être ordonnée par le gouvernement d'Adolphe Thiers. Censée protéger Paris, elle englobe aussi tout ou partie des villages de la périphérie, comme Montmartre, Vaugirard, Belleville. À l'époque où ce plan a été dessiné, Paris compte environ 1 million d'habitants. Et en 1861, donc 20 ans plus tard, la population est passée à 1 700 000 habitants. Alors pourquoi un tel boom démographique et surtout en aussi peu de temps? Il y a d'abord une raison, disons, politico-fiscale. En 1860, Napoléon III, qui est au pouvoir, décide d'annexer à Paris les communes situées entre la barrière des fermiers généraux et l'enceinte militaire. Regardez cette caricature de l'époque. On y voit Paris, sous les traits d'une courtisane, relevant ses jupes pour y enfermer les enfants de Passy ou encore ceux de Boulogne. Et le plus intéressant est ici. Le mot octroi est écrit sur l'armature de la crinoline. Et concrètement, les habitants de Passy, comme ceux des 11 communes annexées, sont désormais soumis à la taxe sur les marchandises entrant dans la capitale. Donc avec cette annexion, Paris, en une loi, augmente ses recettes fiscales, double sa superficie et gagne près de 400 000 habitants. Autre raison du boom démographique de la ville, le contexte économique. Paris est devenue une ville de l'âge industriel, ce qui attire une population ouvrière de plus en plus nombreuse. Et ensuite, il y a l'arrivée du train. 1837, 1850, 1860, vous le voyez, le réseau en étoile se dessine progressivement et toutes les lignes convergent vers la capitale. Résultat, Paris est confronté à un afflux de population, ce qui ne fait qu'aggraver une situation urbaine déjà préoccupante, car les arrondissements populaires sont déjà surpeuplés. Exemple, le quartier des Halles compte plus de 1000 habitants à l'hectare, ce qui signifie que chaque habitant ne dispose que de 8 mètres carrés pour vivre, soit un espace de 2 mètres sur 4. Autre mal dont souffre Paris alors, l'insalubrité. Ainsi, entre 1832 et 1849, on estime à 40 000 le nombre de victimes du choléra. Enfin, il y a la circulation. En 1853, la revue Le Magasin Pittoresque recense 60 259 voitures à Paris. Le journaliste écrit, je le cite, « Si l'on rangeait sur une seule ligne toutes ces voitures avec leurs attelages, elles occuperaient 300 km. Et quand on sait qu'à l'époque, la longueur cumulée des rues n'excède pas 500 km, on imagine bien les problèmes de circulation à l'échelle de la capitale. En somme, Paris étouffe. Napoléon III décide alors de transformer la ville et d'en faire un modèle d'urbanisme et d'hygiène. Il s'entoure alors de 3 hommes, un préfet, Georges-Eugène Haussmann, chargé d'assurer la coordination du projet et de gérer son financement, et puis 2 ingénieurs des ponts et chaussées, Eugène Belgrand pour l'assainissement et Jean-Charles Alphand pour les espaces verts. Et le programme tient en 3 mots, aérer, unifier, embellir. Pour cela, la ville va être entièrement repensée.
L'idée est de restructurer Paris autour de deux grandes percées, reliées par des voies concentriques, à partir desquelles rayonnent quelques grands axes en direction de la périphérie. Voilà pour le principe. Ce projet urbanistique d'une ampleur inégalée est alors planifié et il va, pendant 17 ans, transformer Paris en un véritable chantier. Des quartiers entiers sont éventrés et ces démolitions spectaculaires vont donner naissance à de larges avenues. Le plus souvent, ces percées sont conçues pour déboucher sur des monuments phares, des repères, situés aux intersections de ces nouveaux grands axes. Mais il y a parfois des ratés, comme lors du percement du boulevard Sébastopol. Une fois arrivé à la Seine, le boulevard ne débouchait sur rien, du moins sur rien de spectaculaire. Alors pour remédier à ce manque, à ce vide, Haussmann fait déplacer le dôme du tribunal de commerce alors en construction juste en face sur l'île de la Cité. Alors le bâtiment n'y gagne pas en élégance, mais l'effet est sauvé. Maintenant, traversons la Seine pour aller faire un tour sur l'île de la Cité. Au milieu du XIXe siècle, l'île n'est qu'un enchevêtrement de ruelles sombres et insalubres, héritées du Moyen Âge. L'état de délabrement du cœur de Paris est tel que Napoléon III et le préfet Haussmann décident de faire table rase du quartier. Des îlots entiers sont rayés de la carte pour faire place à une série de bâtiments administratifs ou publics. Tribunal de commerce, palais de justice ou encore caserne, qui est aujourd'hui la préfecture de police de Paris. L'Hôtel-Dieu, devenu trop exigu, est reconstruit plus au nord. Quant à la cathédrale Notre-Dame, un nouvel axe la relie aux deux rives. Les immeubles qui l'entouraient ont été démolis et l'architecte Eugène Viollet-le-Duc travaille à sa restauration. Maintenant, regardez ce plan édité en 1864. Une grande partie des percées d'Haussmann y figure déjà, ainsi que plusieurs nouveaux monuments ou équipements publics. C'est le cas des nouvelles halles centrales, construites par l'architecte Victor Baltard. Ces 10 pavillons de fonte, de zinc et de verre serviront de modèle à de nombreux architectes du XXe siècle. Les halles Baltard, le ventre de Paris selon Émile Zola, seront démolies en 1971. Un des pavillons a été remonté à Nogent-sur-Marne, près de Paris. Une partie d'un autre se trouve au Japon et le reste a été vendu au prix de la ferraille. Mais Haussmann ne se contente pas d'aménager Paris ou de tracer de nouvelles voies. Il définit aussi les règles architecturales qui doivent s'appliquer aux bâtiments privés. Les nouveaux immeubles sont tous conçus pour mettre en valeur la perspective de la rue. Cet alignement parfait des façades, des balcons, des corniches va caractériser le style qu'on appellera haussmannien et donner à la ville sa grande unité architecturale. Maintenant, regardons les espaces verts. L'architecte et paysagiste Jean-Charles Alphand va doter Paris de 2 poumons en redessinant les bois de Boulogne et de Vincennes. Il complète ces aménagements par la création de parcs et de squares comme Monceau, Montsouris ou encore les Buttes Chaumont. Au total, 1834 hectares d'espaces verts sont créés dans la capitale. Autre grand chantier de ce nouveau Paris, la gestion de l'eau et l'assainissement. Avant 1850, Paris est principalement alimenté par les eaux du canal de l'Ourcq, ouvert par Napoléon Ier. La qualité de l'eau est si médiocre qu'Haussmann écrit en 1852, je cite, « Cette eau est froide en été, chaude en hiver et louche en toute saison. » Fin de citation. Le réseau d'adduction est alors entièrement repensé par l'ingénieur et hydraulicien Eugène Belgrand. Et pour la première fois, un système de double distribution est mis en place. Un réseau pour l'eau potable et un réseau pour les besoins domestiques et ceux de l'industrie. Belgrand conçoit aussi un vaste réseau d'égouts de près de 600 km qui va même devenir un lieu d'excursion de la bonne société parisienne. Enfin, dernière pierre apportée au projet haussmannien, les transports, et plus particulièrement la création de la Petite Ceinture. La Petite Ceinture est une ligne ferroviaire longue de 32 km et qui a un triple intérêt, stratégique, commercial et urbanistique. Tout d'abord, elle permet de desservir les fortifications par l'intérieur, donc de sécuriser le transport des troupes et du matériel en cas de conflit. Ensuite, elle relie les grands axes ferroviaires convergeant vers Paris et permet les échanges de fret entre ces réseaux.
Et puis enfin, elle assure la liaison entre les anciennes communes annexées à Paris en 1860. On peut donc aller d'un bout à l'autre de la capitale sans la traverser. Les grands travaux d'Haussmann ne sont pas tous achevés lorsqu'éclate en 1870 la guerre franco-prussienne et un an plus tard une autre guerre civile, celle-là, la Commune de Paris. Le 23 mai 1871, Paris est la proie des flammes. Incendie des Tuileries, symbole du pouvoir royal et impérial, et le lendemain celui de l'Hôtel de Ville, dans lequel disparaissent les archives et la totalité de l'état civil. Les destructions sont colossales. L'Hôtel de Ville sera reconstruit 3 ans plus tard, tandis que le Palais des Tuileries sera rasé en 1883. Paris se relève lentement de ce traumatisme, et une fois de plus, c'est l'immigration provinciale qui assure une reprise de son activité économique. L'exposition universelle de 1889 va doter Paris de l'un de ses monuments les plus spectaculaires, la Tour Eiffel. Et puis une autre exposition universelle, celle de 1900, va faire naître la première ligne du métropolitain. Paris est alors la capitale moderne par excellence, la ville lumière. Elle compte 2 714 000 habitants en 1901, soit 450 000 habitants de plus qu'aujourd'hui, en 2013. Eh bien, ces chantiers haussmanniens que nous venons de détailler ont fait naître et organiser l'urbanisme de ce Paris que nous connaissons aujourd'hui.